Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui a eu un destin à la fois tragique et à la fois fabuleux. Il va vous en parler. Didier Draille. Je te laisse te présenter en quelques mots, Didier. Bonjour et merci d'être là. Bonjour Marvin. Alors déjà, c'est Didier Drey, pas Drey, mais Drey. Pardon. Non, c'est pas grave. Donc voilà, je me présente, Didier Drey, j'ai 61 ans bientôt. J'ai débuté l'étude du karaté en 1968 par l'école Shotokan que j'ai pratiqué pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai rencontré une fabuleuse personne qui est le sensei Alain Setrouk. Et je suis parti au karaté Kyokushinkai. J'ai eu deux vies en fait. J'ai eu une première vie où j'ai été militaire, puisque je me suis engagé sous la Flamme Légion, où j'ai passé quelques années, et ensuite j'ai eu une seconde vie où j'ai été responsable sécurité pour un grand groupe agroalimentaire. Voilà. Et je suis en situation de handicap depuis le 10 juillet 2015, où j'ai été amputé de ma jambe droite. Et tu continues et tu luttes pour le para-karaté. Je continue parce que déjà, pour moi, le karaté est un mode de vie. C'est un art martial dans toute sa splendeur, avec tous ses codes. Et c'est lui, entre autres, parce que j'ai eu quand même l'aide de ma famille, de mes proches, mes enfants, mon épouse. Ça m'a aidé à avoir un mental assez fort qui m'a permis de reprendre la pratique et ensuite l'enseignement du karaté et du para-karaté avec des élèves que je dirais pas particuliers. Hmm. Mais merci parce que en fait, tu fais énormément pour le para-karaté. On va d'ailleurs dédier une interview, hein, ça, la prochaine interview avec Didier sera dédiée au para-karaté, à sa pratique du para-karaté parce qu'il fait quelque chose d'énorme. Et j'en profite pour parler de l'interview que tu as faite avec Lionel Froidure où tu parles Ouais, exactement de tout ton parcours parce que, ben, comme vous le savez, sur Corps Esprit Martial, on va vraiment plutôt rentrer dans sa tête et dans son corps, voir comment il s'est mis tout ça en place, comment il a fait pour se relever, comment il a fait pour se reconstruire, quelles sont ses spécificités. Mais son parcours est passionnant et vous avez l'interview de Lionel qui fait, je crois, 1 heure quasiment et demie et c'est ça. qui est passionnante. Donc, on vous la mettra en lien et n'hésitez pas à aller la regarder aussi. Comment on fait pour se relever et pour reprendre une fois qu'on se fait amputer? Bah, déjà, on touche le fond dans un premier temps parce qu'on a besoin de rebondir. Mhm. Alors, dans mon cas particulier, c'est moi qui ai demandé l'amputation parce que j'ai quand même lutté pendant 4 ans contre la douleur. Alors passe-moi l'expression, où j'ai fait chier un petit peu tout le monde dans ma famille, quoi, parce que quand on souffre, on est désagréable, on est un peu aigri, on se ressent sur soi-même. Et puis, bon, ben, j'ai demandé l'amputation suite à différents pontages qui, ben, malheureusement, n'ont pas fonctionné. Et je suis parti en centre. Alors, déjà, ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est que j'ai une de mes filles qui est venue me voir en me disant, voilà, papa, je me marie le mois prochain, donc je veux que tu m'emmènes à l'église, sans canne, sans béquille, et qu'on ouvre le bal ensemble. Donc déjà, c'est une belle motivation en soi, chose que j'ai faite, bien évidemment, parce que ben, je me suis levé et puis j'ai fait ce qu'il fallait pour être debout et présent au rendez-vous dans les conditions demandées. Et ensuite, après, ben, c'est tout un travail de mental, c'est un travail de volonté, de se fixer au jour le jour des étapes, des buts qui soient atteignables. Pas essayer de viser la Lune pour atterrir dans l'eau, quoi. Donc, ben, j'y suis allé par étapes. Et c'est vrai que, alors je m'excuse, hein, j'espère que je froisserai personne en disant ça, mais Mario, qui est de Kyokushin, qui est une école du dépassement de soi, où le maître mot c'est Gambate Kudasai, ne jamais abandonner, a fait que j'ai pu également y arriver. Mhm. Donc, le karaté a aussi été un support pour toi pour réussir à avancer. Bien sûr, parce que comme je l'ai dit en préambule, le karaté, c'est également un mode de vie. Enfin, pour moi, le karaté, déjà, c'est pas un sport. Même s'il y a le côté sportif de la pratique, faut pas le dénigrer, faut pas l'oublier. Mais voilà, le karaté, c'est issu du budo avec des codes. Et moi, je me tiens à ça et je vis ça tous les jours. Je continue parce que déjà, pour moi, le karaté est un mode de vie. C'est un art martial dans toute sa splendeur avec tous ses codes. Et c'est lui, entre autres, parce que j'ai eu quand même l'aide de ma famille, de mes proches, mes enfants, mon épouse. Ça m'a aidé à avoir un mental assez fort qui m'a permis de reprendre la pratique et ensuite l'enseignement du karaté et du para-karaté avec des élèves que je dirais pas particuliers. Que tu as pris en place, que tu as mis en place pour te relever?
Bah, tu as deux options. Soit tu baisses les bras puis tu te mets une pastille dans la tête, ça t'emmerde plus personne. Ou tu prends conscience que la vie est courte, que la vie est belle et que tu es l'architecte de ta vie. Donc, le syndrome Calimero, il n'est pas pour moi. Alors, je sais pas, c'est peut-être un peu jeune, je ne sais pas si tu connais le dessin animé. Ici. Si, tu connais, bon, donc tu vois ce que je veux dire par là. Donc, à un moment donné, bon, je vais être allé jusqu'au bout. J'ai connu un petit peu un moment de flottement où mon sport, c'était le canapé et la télé. Et où ma femme m'a dit, attends, Didier, tu vas pas finir tes jours comme ça et tout. Va t'inscrire au ping-pong, va t'inscrire aux boules. Je dis, non, non. Si je dois faire une pratique d'un sport ou autre, ça sera de la reprise du karaté. Elle m'a dit, bah, t'es pas capable. Et donc, moi, comme je suis un peu con, j'ai relevé le défi, puis j'en suis là aujourd'hui, quoi. Et je lui dis merci, quelque part. C'est génial parce que, ben oui, elle t'a challengé et du coup, elle a su te challenger et te donner cette force. Eh oui. Et puis bravo à toi parce que c'est pas facile, encore une fois. Il n'y a rien de facile dans la vie, que tu sois en situation de handicap ou que tu sois parmi les valides. Il n'y a rien qui est facile. Euh, je crois que malheureusement, il faut être touché par un malheur, qu'il soit maladie ou affectif, pour vraiment prendre conscience que la vie est courte. Et c'est à toi de la gérer, ta vie, quoi, si tu veux. Alors, j'ai des termes un peu assez cool, j'espère que je choquerai personne. Moi, c'est mon passé qui me fait parler, m'exprimer ainsi. Mais c'est où tu décides de rester une merde, et que tu as envie d'en sortir, et puis de montrer que tu es quelqu'un de bien et que tu en veux, puis que tu veux être un exemple. Moi, aujourd'hui, quand je me bats pour ma pratique, qu'elle soit karaté ou para-karaté, c'est pas pour qu'on parle de moi. Moi, c'est pour tirer les autres vers le haut. Mm. Je me considère comme étant une clé, un outil qui aide à, et j'essaye d'être, je dis bien j'essaye d'être valeur d'exemple. Tu as dit le mental, c'est très important. Comment on travaille ce mental? Comment on se le renforce, ce mental? Ben, c'est déjà être capable de se regarder dans le miroir de la vérité, de savoir ce qu'on veut. Quelle est l'estime de soi que l'on a? Parce que pour moi, après, je ne prétends pas détenir la vérité, mais nos actions sont définies par l'estime que l'on a de soi. Euh, Moi, je me voyais mal à 55 ans, parce que j'avais 55 ans quand j'ai demandé l'amputation, bah, de rester comme un vieux con, même si j'ai eu ça fait que cela pendant un temps quand même, comme un vieux con dans un coin, puis qu'on me regarde, et puis faire pitié, voilà. Moi, il y a un sentiment que je n'aime pas, parce que pour moi, c'est pas un sentiment, je veux dire, humain, c'est la pitié. Mm. La compassion a une connotation également de pitié. Et ce que je dis souvent, parce que voilà, comme tu l'as dit, je suis sur différents réseaux sociaux, je viens également en aide à des nouveaux amputés ou de futurs amputés qui se posent beaucoup de questions. Et je leur dis, arrêtez de vous sous-estimer. Oui, effectivement, nous avons des difficultés, mais nous faisons exactement les mêmes choses qu'avant, mais d'une manière totalement différente. On est toujours dans l'anticipation. Voilà, il faut être capable d'anticiper. Et tout ça, mis bout à bout, font que bah, tu te crées un mental. Mm. Parce que tu te dis, bah, en définitive, oui, je suis capable. Donc, j'ai franchi telle étape. Passons à la suivante. Il y a une phrase qui n'est pas de moi, mais que j'ai reprise à mon compte à plusieurs reprises, c'est il vaut mieux viser l'excellence et prendre le risque de la rater que de viser la médiocrité et réussir à l'atteindre. C'est vrai. Voilà, c'est mon état d'esprit. Il y a quelque chose qui revient énormément là dans ton discours depuis tout à l'heure. Ce sont les objectifs. Viser, se donner des buts à atteindre. Euh, c'est quelque chose d'important en préparation mentale. Quels sont les buts que tu t'es Et fixés, toi? transmettre ma passion du karaté à un maximum de personnes. Mhm. Alors, quand je parle karaté, je vais parler d'une manière globale, parce qu'après, je ne vais pas rentrer dans une guéguerre intestine et stérile, Shotokan, Wado, Shito, Kyoku, même si le Kyoku n'est pas très estimé en France. Voilà. Nous ne sommes pas représentatifs, je dirais, plutôt que d'estime, nous ne sommes pas représentatifs, mais voilà. Moi, c'est le karaté. Le karaté, bah, je le répète encore une fois, c'est également un mode de vie. Mm. Voilà. C'est très bel objectif. Et il y a autre chose que tu as mis en avant, dont on peut parler en préparation mentale, c'est l'accord avec ses valeurs. Est-ce qu'on peut se regarder en face et dire c'est ce que je veux faire? Ça. Il est important, et ça, c'est pas valable uniquement au niveau de la pratique martiale, et quel que soit l'art martial, mais c'est avoir des valeurs, être. Euh, J'allais employer le mot symbole, mais c'est un terme qui est
mal approprié à ça. Être valeur d'exemple, voilà. Mm. Être valeur d'exemple. Lorsque je demande quelque chose à mes élèves, valides ou en situation de handicap, que j'appelle aussi des élèves particuliers avec un certain affect, c'est être capable de faire moi-même ce que je leur demande. Mm. Parce que voilà, bon, j'ai gardé ça un petit peu de la période militaire, c'est pas allez-y, c'est suivez-moi. Mm. Voilà. C'est très important, c'est très important. Et je pense faire partie de ces profs, de ces enseignants qui ont gardé ces valeurs qui sont importantes. Du coup, tu parles de ces valeurs, mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui n'arrive pas à trouver ces valeurs? Parce que c'est pas évident aujourd'hui de trouver ces valeurs. Et moi, il y a plein de jeunes qui me posent cette question. Comment trouver ces valeurs? J'ai déjà, bon, je l'ai dit, c'est de savoir qui l'on est, Mm. mais c'est surtout c'est de savoir qu'est-ce que l'on veut être et qu'est-ce que l'on veut faire de sa vie, quoi. Est-ce qu'on veut être un éternel assisté Mm. ou est-ce qu'on a envie de s'en sortir seul et pouvoir transmettre la valeur, par exemple, si je prends l'exemple de l'argent, la valeur monétaire. Mm. Aujourd'hui, je vois des gamins qui ont 8-10 ans dans la rue avec des téléphones portables. Quand je parle de téléphone portable, je ne vais pas citer les marques, mais c'est des grosses marques. Mm. Je trouve ça totalement aberrant parce qu'ils n'ont pas la notion de ce que ça coûte, des éventuels sacrifices que leurs parents ont fait pour pouvoir leur offrir. Mm. Donc voilà, c'est un tout. Ramener ça à la vie, les valeurs, c'est. Moi, j'ai toujours dit, déjà, mes valeurs, elles sont, je vais donner à mes enfants ce que j'ai pas pu avoir. Mm. Mais je vais surtout leur apprendre comment gagner ce que moi, j'ai pas eu. D'accord. C'est là qu'il y a un cheminement qui est totalement différent, quoi. Parce que toujours offrir, non. Voilà, tu veux. Un autre exemple, j'ai mon fils aîné, à un moment donné, 14 ans, avait envie d'un scooter. Mm. Il n'y a pas de problème, mon fils, moi. Passe en seconde, je t'offre ton scooter. Mm. Et il a bossé pour l'avoir. Donc, c'était gagnant-gagnant. Mm. Donnant, j'aime pas trop. C'est du gagnant-gagnant. Travaille, ton salaire, ça sera ton scooter. Mm. Et dans la vie, les valeurs, c'est ça aussi. C'est de se dire, je suis un mec bien. Ouais, enfin, je pense être un mec bien. Et puis, montrer un kata, apprendre un kata à mes élèves, derrière avec l'application Bunkai, enfin les applications des Bunkai, parce qu'il n'y a rien qui est figé. Mm. Hein, pour ceux qui sont pratiquants et qui savent d'un petit peu de quoi je parle, dans l'instant T, je vais enchaîner tel mouvement par rapport à tel mouvement, mais après, dans 5 minutes, peut-être que je ferai autre chose. Mm. Parce que la situation n'est plus la même d'un instant T à un autre. Tout à fait. Voilà. L'adaptation. Tout à fait. Mais tu sais, la vie n'est qu'adaptation. J'en suis une preuve vivante. J'étais un bipède, je suis devenu un cul de jatte et je suis redevenu un bipède parce que je me suis approprié ma prothèse aussi, quoi. Mm. C'est ma jambe. C'est Bien ma sûr, jambe. tu as réussi à t'adapter. Quelle est la place des routines justement dans cette adaptation? Est-ce que tu as eu des routines, des choses que tu as mis en place, que tu faisais tous les jours, qui t'ont aidé à repartir ou pas du tout? Non, enfin, des routines, nous en avons tous. Valides ou en situation de handicap, nous en avons Mm. tous. Hein. On se lève le matin, il faut aller faire sa douche, prendre son petit déj, remonter, se brosser les dents, s'habiller, partir au boulot, etc., etc. Donc, c'est des routines. La vie est faite de routines. Et justement, moi, je veux en sortir de tout ça, de ces routines. Dans la vie de tous les jours, oui, je prévois des choses. Mais après, Mm. voilà, j'aime bien la surprise, j'aime bien. Voilà, tu m'as contacté il y a X mois en arrière, on avait évoqué de faire ce reportage, cette interview ensemble. J'avais répondu déjà à l'époque favorablement, plus de Mm. contact. J'aurais pu me braquer. Je m'en fous, je sais que je suis pas le centre du monde, que tu as tes occupations professionnelles et familiales, personnelles. Et puis tu es revenu vers moi, bah voilà. Voilà, c'est ça la vie, c'est être là au bon moment, dans l'instant T, quand il faut. Et si c'est pas fait avant, c'est que c'était pas le bon moment. Je te remercie encore pour ta patience d'ailleurs. J'en profite pour te remercier à nouveau. Tu sais, quand on frôle la mort, parce que bon, après, encore une fois, j'ai pas du tout le syndrome de Calimero, hein. Mm. Mais moi, en 2015, j'étais donné pour mort. Tout le monde me voyait mort, prêt à m'enterrer. Donc voilà. Aujourd'hui, je sais que la vie, elle a un goût qui est sucré, parce que je veux qu'elle soit sucrée, ma vie.
Mhm. Je profite de tous les instants, je profite de mes petits-enfants, je profite de mes... Alors, je profite dans le bon sens hein, de profiter. Bien Oui, bien sûr. évidemment, je tiens à le préciser, je profite de mes élèves et je m'enrichis. Je suis quelqu'un un petit peu d'égoïste parce que moi, je donne un morceau de moi à chacun de mes élèves. Mhm. Et moi, je prends tout de mes élèves et c'est ce qui fait également ma richesse. Parce qu'à travers eux, je continue à apprendre. Et quand on veut enseigner, il faut continuer à apprendre. Se remettre en question, comment on fait justement? Parce que bah, tu as réussi à énormément progresser, hein. C'est-à-dire que tu as réussi à t'adapter, on parlait d'adaptation, tu as poussé le niveau d'adaptation très haut. Comment on fait justement pour continuer à progresser dans son adaptation, pour s'améliorer encore? Parce que tu es toujours en quête d'amélioration. Alors, il y a une citation de mon maître, Hum, parce que pour moi c'était un maître, Masoyama hum, Sosei, c'est chute 7 fois, relève-toi 8 fois. Voilà, c'est ça l'adaptation. C'est être capable de prendre le risque de chuter et de se relever, mais se relever pour être plus fort. hum, Voilà, et c'est ça. Je suis tombé X fois et je me suis fait mal. Pour te dire, au centre de réadaptation où j'étais, je me suis levé en pleine nuit pour aller aux toilettes. hum. Je suis tombé, je me suis éclaté le moignon, la cicatrice a explosé. J'ai pris du sparadrap pour pas faire chier l'infirmière de nuit. Je me suis mis du sparadrap pour rapprocher les chairs. Voilà, c'est ça. C'est ça, s'adapter, se relever, et puis avancer. Est-ce que si quelqu'un, là, tu avais quelqu'un qui n'arrive pas à se relever, que ça peut être pour n'importe quoi, hein, ça peut être un handicap, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être... Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Quels sont les mots que tu penses qui pourraient le toucher? Alors, des mots qui vont le toucher, j'en ai 1 million. Après, est-ce qu'il le prendra bien ou pas, je ne sais pas. Et c'est curieux que tu me poses cette question parce que pas plus tard qu'avant-hier, j'étais sur un forum C2A, hein, c'est un forum d'entraide au niveau des amputés, voire de futurs amputés, Hmm. où justement une personne amputée était en train de dire je pense à me mettre une pastille dans la tête parce que ma famille me traite, donc se traite donc entre guillemets l'insulte, hein, Hmm. ou se fout de lui, on peut l'interpréter un peu comme on veut, tout ça. Donc j'ai pris le temps de bien lire, j'ai pris un temps de réflexion et puis je lui ai répondu, je lui ai dit écoute, la fuite, euh, ça ne sert pas à grand chose parce qu'effectivement on ne te traitera plus de rien du tout, mais est-ce que tu te seras rendu service? Non. Je dis après je vais être dur avec toi. Est-ce que tu n'es pas en partie responsable de ce qui se passe chez toi? Quelle est l'image de toi que tu renvoies? Parce que c'est sûr, si tu as le syndrome de Calimero, toutes les 10 secondes, tu dis ah, c'est pas juste alors, c'est pas de ma faute à moi. J'ai rien demandé. Moi non plus, j'ai rien demandé. Mais aujourd'hui, moi, j'envoie une image positive. Alors, change déjà l'image que tu envoies, envoie une image positive. Après, je ne sais pas, hein, moi, j'ai supposé que, bien évidemment. Là-dessus, je suis assez dur. Même dans les groupes de parole, il y a des fois où le ton est monté parce que je retourne, enfin, avant, avant la période Covid, je retournais tous les 15 jours au centre de réadaptation où j'étais, Hmm. sur Aubagne, où je participe, je co-anime avec un patient témoin, avec une psy, je participe à co-animer des groupes de parole justement où on vient en aide à des amputés qui se posent beaucoup de questions. Et moi j'ai un discours qui est assez dur parce que bon, je suis pas dans la pitié. J'ai pleuré, il n'y a pas de honte à pleurer. Hein. J'ai eu pleuré après tout ça. Ça peut être un homme avec un grand H et pleurer, on n'en est pas moins un être humain. Donc, utiliser des mots très durs, ça peut parfois secouer. Et surtout, il y a quelque chose de très intéressant que tu dis, qu'on entend souvent dans le discours, notamment en PNL, mais beaucoup en préparation mentale, c'est-à-dire qu'on est responsable de l'image qu'on renvoie. On n'est pas responsable de ce que les autres pensent, mais on est responsable de l'image qu'on renvoie. Absolument, absolument. L'image, alors, il n'y a pas besoin d'être en situation de handicap pour être une personne ou un enfant particulier pour répondre à ce critère. Moi, quelqu'un que je vais rencontrer au cours d'une soirée, qui m'envoie une image positive, alors je dis pas qu'on va devenir amis, parce que moi, j'ai tellement été échaudé, maintenant que les amis, je prends mon temps à m'en dire que c'est un ami. Je dis, voilà, je vais avoir plaisir à discuter, à échanger, à partager. Il faut parler également de partage. Par contre, si le mec il vient et fait le ronflant en disant c'est moi, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Bien sûr. Ouais, donc, et en plus, c'est curieux que tu parles de PNL parce que c'est quelque chose qui aide énormément. Ah, tu utilises la PNL, toi, du coup? Alors, je ne l'utilise pas au sens propre du terme, mais c'est quelque chose que je connais.
Et est-ce que, du coup, tu peux nous dire si tu connais des personnes pour qui ça a eu un impact, l'impact que ça a eu? Oui, ça a eu un impact chez un ami à moi qui a fait une rupture aortique. Donc, c'est une rupture d'anévrisme au niveau de Mhm, l'aorte mhm, qui est resté entre la vie et la mort, parce qu'il a passé quelques mois à l'hôpital quand même. Il a pu opérer à cœur ouvert. Et sa femme pratiquant le PNL, elle a grandement aidé. Et depuis, bah, il continue. mhm. Tout à l'heure, tu parlais de se casser la figure 7 fois, se relever 8 fois. Ça va faire un peu le pont. Parce que là, on a parlé beaucoup de préparation mentale, mais quand on se fait amputer physiquement, ça doit être dur de retrouver son équilibre. Comment tu as fait pour retrouver l'équilibre? Comment tu fais pour pratiquer les arts martiaux? T'apprends. Bah, ça a été pareil. Voilà, bon, bah, comme je l'ai dit, hein, moi j'ai passé 6 mois en centre de réadaptation, enfin en 2 fois. En 2 fois, pour être honnête. Du reste, je fais un coucou à mon médecin réadaptateur, docteur Timsit. Tu débutes déjà par travailler allongé ou avec mon moignon. Je soulevais des sacs de 50 kilos pour tirer, pour me remuscler le fessier. Parce que tant que la cicatrisation, je veux dire, n'est pas définitive ou suffisamment consolidée, établie, tu peux pas enfiler quoi que ce soit sur ton moignon, alors que ce Mhm, soit tibial ou dans mon cas fémoral. mhm, Et puis quand cette première étape-là est passée, bah, tu passes entre des barres parallèles, d'accord, où bah, tu apprends à te déplacer, voilà. Et puis tu vas avoir ta première prothèse qui elle est fixe, ou avec ce qu'on appelle un genou mécanique à biellette. mhm, Donc, tu vas commencer à réapprendre à envoyer un pas après l'autre, step by step, mhm. pour faire un peu franglais. Euh, c'est à la mode. Je suis désolé. C'est à la mode. C'est ma pointe d'humour à moi. Et puis, jusqu'au jour où tu sors de ces barres parallèles avec ta prothèse provisoire, où tu vas commencer à évoluer, mais avec 2 béquilles et un kiné à tes côtés. Et puis après, on va t'enlever une béquille, et puis après, on va t'enlever les 2 béquilles, et puis après, tu pars en courant. Voilà. C'est comme tout. Après, quelque part, alors c'est la période la plus dure lorsqu'on est amputé d'un membre inférieur. Oui. Je ne peux pas parler d'un membre supérieur parce que je ne connais pas. J'ai fort heureusement encore mes 2 bras, mes 2 mains. Mais voilà, je me suis revu un petit peu en situation de bébé, où c'est très dur à 55 ans de devoir réapprendre à marcher, quoi. Mhm. Parce que tu n'as plus tes appuis, tu n'as plus les mêmes sensations, tu as beaucoup de choses qui changent. Et puis déjà, il faut que tu apprennes aussi à faire pour que ça fonctionne, il faut que tu fasses le deuil de ton membre amputé. Mhm. Parce qu'il faut parler de deuil. Parce que le deuil te permet d'accepter les choses. Ça fait 6 ans que je suis amputé, je peux te dire que j'ai encore des périodes où j'ai mes douleurs fantômes. Et c'est atroce, atroce. Alors, juste une parenthèse, moi j'ai arrêté tout ce qui est médicamenteux à base d'opiacés et je suis passé, parce que j'ai dû apprendre là aussi, à l'auto-hypnose. C'est intéressant ça. Comment tu utilises l'auto-hypnose? Je m'auto-hypnotise justement avec de la relaxation. Je fixe un point précis où je vais me focaliser dessus. Mhm. Hein, je vais faire focus, comme on dit. Et puis, dans ma tête, je vais me parler, je vais éloigner la douleur, je vais l'éloigner, je vais l'apprivoiser. Je vais lui demander de me foutre la paix, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça fonctionne. Qu'est-ce que tu dis d'ailleurs comme discours? Alors là, c'est intéressant ça d'un point de préparation mentale, l'auto-hypnose. Qu'est-ce que tu utilises comme discours? Je pense à la mer et aux vagues. C'est intéressant. Parce que, voilà, je fais le vide en moi. Je fais le vide en moi, parce que moi, la mer, c'est mon élément. Mhm. Je laisse la mer, moi, je n'aime pas la montagne, Mhm. parce que j'ai de très mauvais souvenirs de stage grand froid, quand D'accord. j'étais militaire, où j'ai énormément souffert. Par contre, voilà, moi, la mer, c'est mon élément, et aujourd'hui, je suis encore plus handicapé par rapport à ma trachéo que mon amputation, parce que je peux plus faire de plongée de chasse sous-marine. Mhm. Donc voilà, moi, la mer, ça me parle. Et puis, on vient tous de l'élément liquide, hein. Mhm. Même si on a tendance un petit peu à l'oublier à la base, on est tous dans l'élément liquide. C'est vrai. Voilà. Donc voilà. Et moi, je pense au flux, au reflux. Je m'imagine un beau coucher de soleil, un petit peu à la japonaise, même si on a de très beau coucher de soleil en France. Donc voilà, moi, c'est l'image que j'ai qui me permet de faire un focus dessus. Et dans ma tête, voilà, j'ai ce flux, ce reflux qui m'apaise et je fais le vide, zazen. Mhm. Et très, très intéressant.
D'ailleurs, tu parles de zazen. Est-ce que tu fais de la méditation du coup aussi? Oui, oui, Oui. oui, parce que alors j'en fais déjà pour moi, tout Mhm. seul, et j'ai le privilège de faire partie d'une école où dans nos rites de début et de fin de cours, alors c'est pas forcément zazen dans les cours, c'est moxo, Mhm. ou après salut, shomen, nire, nous faisons moxo pour justement ouvrir l'esprit au cours que nous allons recevoir et moi au cours que je vais donner. Mhm. Et pareil, à la fin, au salut, on refaisons moxo parce que bah, c'est une manière de faire partir les tensions nerveuses de l'apprentissage, parce qu'on est tous sur le qui-vive, on est attentif, donc ça génère un petit peu du stress nerveux. Et ben, c'est très très intéressant. Le Moukso, on avait écrit un article, je vous mettrai en lien là-haut ou en bas, je ne sais pas où est-ce que je peux le mettre, comme c'est un lien externe, mais voilà, je vous mettrai en lien l'article sur le Moukso aussi, parce que ça fait partie des sujets sur lesquels on a le plus de questions, donc c'est assez marrant. Écoute, Et physiquement, est-ce que ça a été dur? Est-ce qu'il y a eu des choses qu'il a fallu que tu adaptes complètement? Alors, bien sûr, ta démarche, etc. Mais quand je parle de ça, je parle de toute la partie qui n'a pas été atteinte de ton corps. Toute la partie, donc par exemple la partie gauche. Est-ce qu'il a fallu que tu renforces ces muscles-là? Est-ce qu'il a fallu que tu... alors oui, oui, il faut renforcer parce que le membre valide qui reste, bah, il morphe, qu'on le veuille ou pas. Quand tu pèses dans un premier temps 90 kilos, tu arrives à monter à 99 kilos, bah, les moments où tu n'es pas en répartition égale 50-50 euh, côté prothétique et côté valide, tu écrases tes cartilages, tu mets à mal le membre qui reste valide. Donc, alors déjà, bon, on est obligé de se muscler, on va dire, la partie valide, c'est-à-dire bon, muscler au niveau du quadriceps, au niveau de la cheville, Hmm, parce que la cheville morphe également, quoi. On a toujours tendance à être un petit peu en oscillation, donc ce qui fait que ça étire un petit peu les ligaments. hmm. Donc ensuite, je fais attention au cours de la journée d'être sur une bonne répartition et de m'appuyer le plus possible du côté prothétique de manière à soulager la jambe valide. L'être humain, il s'use, les cartilages s'usent, donc, et après tu génères de nouvelles douleurs. Alors, Je pour t'en tout ce qui prie. est vraiment utilisation du corps, en fait, avec Didier, on va faire un article sur Yashima qui sortira dans quelques temps. On vous tiendra au courant. Donc, pour pas épuiser le sujet ici, on va pas aller plus loin sur ce thème-là. Mais du coup, on vous dira quand l'article sortira sur le magazine, et puis vous pourrez l'acheter et suivre cette interview aussi. Euh, j'ai une question un peu, comment ça se passe un stage avec Didier Drey? Alors un stage avec Didier Drey, ça se passe de la même manière qu'avec un stage avec, alors sans me mettre à son niveau technique, hein, parce que faut bien rester à sa place, et moi j'aime bien rester à ma place, je n'ai pas d'ego démesuré. Ça se passe de la même manière qu'avec un Lionel Froidure, qu'un grand du karaté, qu'un grand du karaté, connu ou moins connu, et parfois même inconnu. C'est tout dans la transmission. Les élèves, quand ils sentent que tu es un passionné, que tu es à leur écoute, eux-mêmes sont attentifs à ce que tu leur dis, à ce que tu leur montres et la manière dont tu le fais. Voilà. C'est un petit peu, on en revient un petit peu à l'image que l'on envoie, quoi. J'ai des élèves qui m'ont abandonné au bout d'une saison parce que c'est une école, enfin, mon école est une école qui est quand même assez dure. Hmm. J'ai des élèves qui m'ont abandonné parce que je leur ai pas donné leur ceinture, parce qu'ils la méritaient pas. Et je peux pas dévaloriser un élève qui travaille pour évoluer, Hmm. pour avoir une ceinture, voire un grade, et en disant, bah ouais, ok, t'as bien travaillé, t'as la ceinture, elle n'a pas bossé, mais je lui donne quand même pour la garder. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois l'enseignement d'une manière générale, hein, dans le côté l'art martial ou autre, hein, parce que ça peut être applicable aussi, applicable pardon, à plein de choses. Euh, voilà, moi, un stage, un cours avec Didier Drey, voilà, c'est la transmission de la passion, c'est l'explication. Euh, Parfois, je vais passer un quart d'heure, 20 minutes sur un mouvement, pourquoi, comment, euh, ressentir, travailler au Hmm. makiwara. Pourquoi travailler au makiwara? Alors, certains te diront, ouais, c'est pour te mieux les kento. Ouais, mais pas que. Pas que. Tu vas travailler le kimé, tu vas travailler l'équité, tu vas travailler la hanche, tu vas travailler tes ancrages au sol,
dans quelle position te mets-tu quand tu travailles en Makiwara, tu es en Fudo, tu es en Sanchin, moi je suis en Sanchin. Sablier, je manque au sol. Parce que je veux travailler ma hanche, je veux travailler Bon, voilà, l'équité, je reviens. Mais les gens remarquent ta prothèse. Est-ce que ça pose un problème aux élèves, le fait que tu aies une prothèse? Est-ce que tu as déjà eu un souci par rapport à ça? Non, aucun, parce que ce soit pour des adultes ou des enfants, alors, notamment au niveau des enfants, j'avertis les parents. Mhm. Notamment, je prends la dernière fois où j'ai dû avertir les parents, c'est au forum des associations début septembre, Mhm. où j'étais, il y a des parents, j'étais debout, donc quand je suis debout, ouais, il m'arrive un peu de boiter parce que quand je suis pas sur un terrain plat, je suis obligé de m'adapter, encore une fois. Mhm. Donc mes appuis ne sont pas forcément les mêmes et forcément les bons. Mais je suis fait avec les parents, et voilà, moi je suis une personne qui est handicapée, donc, je leur pète un mawashi ou un ura mawashi, et puis ouais, que ça ne me gêne pas plus que ça, quoi. Mhm. Mais voilà, je préfère être clair, en dire voilà, voilà la personne que je suis, et puis derrière, moi je ne ferai pas de fausses promesses, de blablabla, parce que tout le monde n'est pas capable de devenir champion du monde, tout le monde n'est pas capable d'exécuter un kata comme Jean Freinet, Mhm. hein, d'avoir le punch de Dominique Valera, Bien sûr, voilà. bien sûr. Ben merci pour cette interview. Merci pour le Ouais. temps que tu nous consacres. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée dans cette interview? Ouais, c'est comment s'appelle, comment dirais-je, mon club. Tu avais prévu les kakémonos, on n'a pas pu les mettre malheureusement parce qu'il y a un souci technique, donc on ne peut pas se mettre dehors. Mais comment s'appelle ton club? Est-ce que tu peux nous parler de ton club si on veut te retrouver? Bon, moi, mon club, déjà, il s'appelle Kyokushin Karate Dojo. Hmm. Alors, déjà, Kyokushin, parce que c'est mon école et j'y tiens et j'en suis fier. Et que je me bats pour elle, bien évidemment. Et Dojo, parce que ça, ça, a une, ça a une valeur pour moi, un dojo. Hmm. Plutôt que. Alors, chacun appelle sa structure comme il veut. Hein. Je dénigre pas. Club, ça fait banal. Hmm. Moi, je ramène tout au budo, au code du Bushido. Donc, dans un dojo, tu vas avoir le kokoro, le Oui, cœur, hein, et d'autres valeurs, le respect, la loyauté, l'honnêteté. C'est important pour moi. mhm. Voilà, moi, Très, je très, vis avec ça, je transmets ça à tous mes élèves. c'est génial. Et où est-ce qu'on te retrouve alors? Alors, écoute, je suis sur Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône Mhm. et je suis aux 12 rue d'Athènes, dans la zone industrielle des Estrous Blancs. Une majorité du temps, puisque j'ai eu la chance également d'avoir un dojo le jeudi, un dojo municipal, Mhm. où je donne mes cours de karaté et mes cours de karaté adaptés aux C'est super. seniors. Voilà. C'est super. Et du coup, pour les cours de karaté, et notamment les cours de karaté adaptés, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, on reviendra dessus dans l'interview sur le Oui, para-karaté, mais tu prends les enfants aussi, enfants et adultes? je prends tout le monde. J'ai D'accord. pas, j'ai pas de sélection, on va dire. Mhm. Mais merci pour le temps que tu nous as consacré. Est-ce que C'est sur la moi. préparation mentale, éventuellement, tu aurais une question à me poser ou pas du tout? Qu'est-ce qui t'a fait me choisir? Alors moi, ce qui m'a fait te choisir, c'est d'abord ton humanité. C'est pas du tout le fait que tu sois quelqu'un qui est soit en situation de handicap, parce que je ne l'avais pas remarqué. Sur les réseaux sociaux, je regarde assez peu les images, je regarde ce que les gens disent. Et la façon dont tu répondais aux gens avec bienveillance, avec attention, toujours en étant honnête avec toi-même, quand il y a quelque chose que tu n'aimes pas, tu le dis, mais tu parles toujours avec un franc-parler, mais toujours avec bienveillance, jamais avec condescendance. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, c'est trop commun. Et avec beaucoup d'intelligence. Et du coup, je me suis intéressé à ton parcours. J'ai vu, j'ai vu ce que tu avais vécu. Hein, du coup, chacun a son parcours, chacun a son chemin. Et je pense que tu as toute ta place justement bah, ici parce que tu parles intelligemment et avec le cœur, le kokoro dont tu parlais tout à l'heure. Et donc voilà, je pense que cette interview devrait vous plaire. D'ailleurs, bah, n'hésitez pas à la liker et à la partager un maximum hein, pour que tout le monde puisse en profiter. Il n'y a que vous qui peuvent le faire, qui pouvez le faire, pardon. Si je ne parle pas français, on ne va pas s'en sortir. Et voilà. Ça m'arrive, ça m'arrive. Alors, moi, si tu veux, je vais te dire deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. La première, tu me donneras un lien que je puisse partager sur ma page aussi de notre interview.
bien entendu. Ça me fera plaisir. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire par rapport à ce que tu viens de dire. Et puis la deuxième, je suis quand même touché parce que ce que tu ressens me concernant, parce que ça m'attire beaucoup de foudre, beaucoup d'ennemis, si tu veux, parce que mon franc-parler ne plaît pas. Alors, je ne serai pas dans la délation, on n'est pas là pour ça, puis ça ne m'intéresse pas, j'ai autre chose à faire dans la vie que faire de la délation. Mais voilà, j'ai ma vision du karaté qui m'est propre, par rapport à mon vécu, de comment je vois le karaté. Je sais que de très grands noms du karaté, et pas forcément en France, hein, mais il y en a quand même beaucoup en France, pensent la même chose que moi. Donc voilà, moi, je veux un karaté martial, avec tous ses codes. Encore une fois, je dis, hein, il y a effectivement un karaté sportif qui existe, on ne peut pas le nier, on ne peut pas l'oublier, le dénigrer. Mais voilà, ce n'est pas ma maison. Et puis, il est important à un certain âge, je pense qu'il a sa place, à un certain temps de pratique, mais il faut savoir en sortir aussi, il faut savoir aller plus loin. Alors, tu sais, pour reprendre un petit peu ce que Pepe Valera, j'appelle comme ça, quand il n'est pas là, Thomas Sensei, dit souvent, et c'est vrai, je le rejoins totalement là-dessus, c'est que dans une vie de pratiquant d'arts martiaux, la vie, elle est comme ça, et la pratique compète, elle est comme ça. Et quand on regarde bien les stats, les gens qui font de la compète et qui continuent après, il y en a très peu. J'ai repris la compétition à 60 ans pour donner du crédit à ce que je dis, à ce que je propose. Parce que je ne voulais pas qu'on puisse me dire, ouais, c'est tout du blablabla ce que tu nous racontes. Et là, je fais allusion au para-karaté, bien évidemment. Alors, para-karaté, c'est un terme générique parce qu'il y a du para également, mais en kung fu, en Viet-Vo-Da ou en taekwondo, j'en connais. Hein. Donc, para-karaté étant un terme générique. Moi, je rêve d'une grande fête. Là, c'est un message que j'envoie à la Fédé, à notre Fédé, organisée justement, puisqu'il y a des disciplines associées, affinitaires. Créons une journée nationale où on mixerait tout le monde, le Kung Fu, le Viet-Vo-Da, les arts martiaux du Sud-Est, mais en para, parce qu'il y en a là aussi. Bien sûr, et ce serait bien de donner de la visibilité, mais tout ça, on va revenir dessus sur la prochaine interview qu'on va faire sur le para-karaté. Et tu disais, oui, ça te vaut des ennemis, hein, mais j'en connais d'autres, des comme ça. On a interviewé Jacques Tapol, qui a aussi un franc-parler, et puis c'est pas fait. Voilà. Je me suis pris virtuellement une note parce que j'ai partagé sur ma page une de ses publications où il ne fait que dire la vérité. Hein. Et, bon, disons que on va hésiter à aller l'enquiquiner. Parce que moi, on m'a bien poussé, quoi. Voilà. Ouais, mais malheureusement, c'est comme ça. Il y a des héros derrière les claviers, et puis dès qu'on aura une prise de position franche, on a toujours derrière des personnes qui sont là pour critiquer. Ouais. C'est comme ça. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Maintenant, c'est à vous de jouer, partager, liker, vous faites vivre cette vidéo. Donc, il n'y a que vous qui pouvez la faire vivre. N'hésitez surtout pas à le faire. On vous dit à très vite. Chou bye. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchou bye.